Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver avec le bilan de l'année 2015 à la WWE, mais juste avant, je tenais tout simplement à vous souhaiter une très joyeuse année 2016. J'espère pour vous que l'année 2016 sera encore meilleure que l'année 2015. Et puis bien voilà, j'espère que 2016 vous sera profitable. Alors, juste avant de revenir sur le bilan de l'année 2015, on m'a demandé mon avis concernant deux catégories des Slammy Awards, donc qui ont été gagnées par Neville, donc qui a gagné le Breakout Star of the Year, et les Usos qui sont devenus Tag Team de l'année. Donc un abonné m'a demandé mon avis concernant ces deux prix. Voici ma réaction. Voilà, donc en fait je préfère le prendre avec du sourire, avec le sourire. C'est vrai que sur le coup ça m'a pas vraiment fait rire, surtout pour Neville. Autant les Usos, même si pour moi le New Day le méritait 100 fois plus, bon voilà, les Usos ont quand même été champions par équipe, bon ça m'a moins fait chier on va dire, mais pour Kevin Owens, oui là ça m'a vraiment saoulé sur le coup. Après voilà, les Slammy Awards c'est pas nouveau, c'est pas une catégorie très objective, mais c'est vrai que sur le coup ça m'a vraiment fait chier pour lui, parce que pour moi, même Charlotte le méritait largement plus que Neville, qui n'a absolument rien fait et qui a passé son temps à faire les pré-shows de pay-per-view. Donc c'est vrai que ça m'a saoulé pour Kevin Owens, mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc voilà ma réaction. Donc voilà, écoutez, on va pouvoir passer au bilan de l'année 2015. Donc je vais commencer par mes 5 tops et mes 5 flops de l'année, donc ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Donc je vais commencer par le positif, donc je vais commencer par les 5 tops. Et donc mon premier top, ça va être le retour des anciennes superstars de la WWE, ou bien même CW. Donc c'est vrai que cette année on a quand même eu beaucoup de retours, l'air de rien. On a eu DDP, le Boogeyman, les Dudley Boys, Rhino, Tommy Dreamer, Alberto Del Rio, Chris Jericho. On a vraiment eu de tout et n'importe quoi. Certes, par exemple pour DDP Boogeyman c'était pour un soir, c'était au Royal Rumble, mais les Dudley Boys, Rhino, Tommy Dreamer, Del Rio, Y2J, ça m'a fait plaisir de les revoir. Je pense notamment aux Dudley Boys, à Del Rio. Enfin, ce qui est en plus bien là-dedans, c'est que tous les retours n'ont pas été confirmés. C'est-à-dire, enfin, il y avait des rumeurs, je veux dire, mais c'était un peu des retours surprises. C'était pas annoncé. Y2J c'était pas annoncé, Del Rio non plus, Dreamer non plus, Rhino non plus, les Dudley Boys non plus, et même les deux apparitions du Boogeyman et DDP au Rumble, c'était pas annoncé à l'avance. Donc c'est ça qui rend la chose encore mieux, c'est que quand on a la surprise, ça fait encore plus plaisir. Donc j'ai mis ça dans mes tops, parce que moi ça me fait toujours plaisir de voir des anciennes superstars de retour. Donc voilà. Ensuite mon deuxième top, c'est les Open Challenge de John Cena. Donc vous le savez, je suis pas un énorme fan de John Cena, loin de là. Je pense qu'il a gagné beaucoup plus de titres que ce qu'il aurait mérité d'avoir. Mais on peut pas enlever une chose à John Cena cette année, c'est que ces Open Challenge nous ont fait vraiment du bien. Et c'est vrai que pour moi, il a vraiment eu l'un des meilleurs règnes en tant que champion US depuis un bon moment. C'est vrai que ces Open Challenge ont vraiment été intéressants. On avait le droit à un adversaire différent chaque semaine. On a vraiment eu de tout et n'importe quoi en tant que challenger. On a eu des superstars de NXT, on a eu Cesaro, Ziggler, Ambrose, je crois qu'il y avait même eu Kane un coup. Enfin, on a vraiment eu de tout et n'importe quoi. On a eu Sami Zayn, on a eu Neville, enfin c'était... Ouais. Et j'espère que les prochains champions feront, en tout cas, peut-être pas des Open Challenge à chaque Raw, mais défendront le titre quand même régulièrement, parce que pour moi c'était un gros plus pour le règne de John Cena. Donc voilà. Ensuite on va passer aux jeunes qui sont mis en avant. Donc ça je l'avais déjà mis dans mes tops l'année dernière. Il y en a deux de mes 5 tops que j'avais déjà mis l'année dernière. Et donc les jeunes sont mis en avant, donc c'est confirmé. Donc on a Seth Rollins, Roman Reigns, Dean Ambrose, Kevin Owens, Charlotte. J'ai pris ces exemples là. Voilà, ça fait vraiment plaisir et ça montre vraiment que la WWE commence vraiment à mettre en avant ces jeunes, et que une page se tourne au final. Certes, il reste encore Orton, il reste encore Cena, Taker, tout ça, mais c'est vrai que là, on est vraiment en train de prendre un virage
et la nouvelle génération commence vraiment à prendre de l'importance. Il suffit de voir les champions actuels. Ambrose, champion intercontinental, Roman Reigns, champion WWE. On avait eu Rollins qui avait gagné le titre US, WWE, Owens qui était champion intercontinental, Charlotte qui est l'actuelle championne des Divas. Donc c'est vraiment un gros plus pour moi cette année, ça m'a fait plaisir et c'est vraiment bien. Et de toute façon, j'ai envie de vous dire, c'est même pas une question de que ce soit bien ou pas, c'est qu'ils sont obligés de le faire parce que bah là c'est vraiment la crise et voilà. La deuxième catégorie que j'avais déjà mis dans mes tops l'année dernière, j'ai mis NXT. Voilà, même si j'ai moins suivi que l'année dernière, NXT est toujours dans mes tops. C'est toujours un plaisir de regarder les shows hebdomadaires, de regarder les pay-per-view. Il y a toujours de la très très bonne qualité là-bas, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. Voilà, le champion actuel c'est Finn Balor, Bayley en tant que championne des Divas. Bon, enfin, pardon, en tant que championne NXT Women's, parce que ce n'est pas les Divas. Les champions par équipe, je suis pas fan non plus. Mais voilà, il y a vraiment de la qualité à NXT. Et en tout cas, voilà, même si j'ai moins regardé cette année, je le mets quand même dans mes tops. Et puis voilà. Et enfin, pour la dernière catégorie, j'étais obligé de faire une transition. J'étais obligé de faire une annonce un peu spéciale. Attendez, je vais me concentrer. Oh YouTube! Don't you down, be sour, clap for your world famous two-time champs and feel the power. It's a new day, yes it is. Voilà, je me suis ridiculisé, on peut le dire. Non mais voilà, j'étais obligé de mettre cette équipe dans mes tops. Je pense que le New Day a surpris vraiment tout le monde. Je pense que je ferai un petit diaporama avec des photos du New Day, un peu fun. Mais quand on voit d'où ils ont commencé, quand je me rappelle encore quand je voyais les spots publicitaires à la télé, je me disais waouh, c'est vraiment une prochaine équipe à la WWE. Je me rappelle qu'au début je pensais que c'était une pub et quand j'avais vu Xavier Woods, je l'avais reconnu, je me suis dit waouh, d'accord, ça donne pas vraiment envie. Et c'est vrai qu'au début ça donnait pas du tout envie. Le clan de base me donnait pas spécialement envie, c'était pas non plus un clan qui me dégoûtait. Enfin, je veux dire, Billy, Kofi Kingston, bon, c'est pas des catcheurs que j'adore, mais c'est vrai que bon, j'ai connu pire comme équipe. Donc c'est vrai que au début, j'étais pas très emballé par ce groupe, par ce clan, on peut le dire. Et c'est vrai que mois après mois, ils ont pris confiance et de toute façon, ils me régalent actuellement. C'est l'équipe qui vend le mieux, c'est, je dirais même, équipe et catcheur confondus, c'est vraiment l'un des top vendeurs. Et voilà, de toute façon, moi j'adore vraiment. Je sais qu'il y en a qui aiment pas trop parce que c'est un humour assez spécial, mais voilà, rien que le déhanché de Biggie lors de son entrée me vend du rêve. Et de voir un mec comme ça, une armoire à glace, arriver et danser, et on dirait le mec bourré en fin de soirée. Enfin, ce mec vend du rêve et même les deux autres me vendent du rêve. Xavier Woods avec le trombone. Donc vraiment, j'étais obligé de mettre cette équipe dans mes tops. Et même si je vois bien le New Day perdre les titres bientôt, notamment pour les Lucha Dragons, ça a été un plaisir de les voir et j'espère qu'ils vont encore être là en 2016. Peut-être pas toute l'année, je pense pas. Je pense pas qu'ils dureront toute l'année 2016. Mais je pense qu'ils peuvent encore tenir facilement 6 mois. Voilà. On a fait les 5 tops. Et ben là on va pouvoir passer aux 5 flops. Et oui, c'est bien beau de donner du positif, mais il y a forcément du négatif. Et donc je vais commencer par les blessures. Alors c'est pas vraiment un flop où la WWE y est pour quelque chose au final, mais c'est vrai qu'on ne peut pas ne pas mettre les blessures. On a vraiment eu de tout et n'importe quoi. On a eu le plus récent, puisque je fais cette vidéo en fait le lendemain de Raw. Donc le plus récent c'est Sin Cara qui s'est blessé. On a également eu Hideo Itami, Sami Zayn, Tyson Kidd, Eric Rowan, Cesaro, Seth Rollins, Daniel Bryan, Sting. Enfin, vous voyez, c'est quand même pas des petits noms, c'est pas comme si c'était des jobbers. C'est quand même vraiment des top vendeurs à la compagnie. Et mention spéciale à Randy Orton qui s'est blessé en sortant ses poubelles. Non, s'il te plaît, arrête, c'est gênant là. Non, mais vraiment, là, ça devient gênant.
Ouais, respecte-le s'il te plaît. Bon, j'avoue, quand tu sors tes poubelles, c'est pas vraiment la chose à quoi tu penses. Ah, je vais peut-être me blesser. C'est vrai que c'est quand même un peu tendax. Mais bon, voilà. Pour ceux qui regardent le foot, on a bien Yoann Gourcuff qui s'est blessé en sortant son chien. Donc, peut-être que Randy Orton a un lien de parenté avec Yoann Gourcuff. Je ne sais pas. C'est vrai qu'ils ne se ressemblent pas vraiment. Mais pourquoi pas? Enfin bref, on s'éloigne du sujet. Donc c'est vrai que les blessures cette année ont vraiment été problématiques. Et même si voilà, c'est vrai que c'est pas vraiment de la faute de la WWE, mais c'est vrai que c'est quand même dommage. Et puis surtout, je dis pas que les blessures de Jobber c'est pas grave, hein. Enfin, mais c'est quand même des gros noms. Je veux dire, Daniel Bryan, Sting, Seth Rollins, Cesaro, Randy Orton, Sami Zayn. Enfin, on a quand même eu des très gros noms blessés. Et c'est vrai que c'est vraiment dommage, quoi. Je pense surtout pour notamment Daniel Bryan, tout ça. Et je pense que... Ouais. J'espère en tout cas qu'il y en aura beaucoup moins en 2016. Ensuite, mon deuxième flop, c'est l'utilisation de The Icon Sting. Sting, quand il a débuté la WWE, tout le monde a pété un câble. C'était au Survivor Series 2014. Je vous cache pas, moi aussi j'ai été très très content de le voir. C'est une légende de la WCW, de la TNA. Et ça m'a fait très plaisir quand il a débuté dans la WWE. Et c'est vrai qu'on attendait beaucoup de choses par rapport à lui. On se disait, waouh, il va avoir des gros plans, il va avoir des gros matchs. Et finalement, Sting, il a eu 2 matchs cette année en pay-per-view, face à Triple H à WrestleMania et face à Seth Rollins à Night of Champions. Et ça s'est conclué par 2 défaites. Donc, et je crois qu'il a eu une victoire à Raw. Je sais qu'il y en a un qui m'avait repris la dernière fois parce que j'avais dit justement qu'il a eu 2 matchs de défaite. Mais apparemment, il a eu une victoire à Raw en tag team match. C'est vrai que je me rappelais plus vraiment. Je crois qu'il est en équipe avec John Cena ou un truc comme ça, face au Big Show et je sais plus qui. J'avais complètement zappé ce match. Quand je dis qu'il a tout perdu, je parle en pay-per-view. Je veux dire, les matchs à Raw, j'ai envie de vous dire, on s'en fout un petit peu. C'est surtout au niveau des pay-per-view. Il a 2 matchs, 2 défaites. Au bout d'un moment, enfin, ça sert à quoi d'avoir fait ramener Sting à la WWE si c'est pour lui faire perdre ses matchs? Je veux dire, ça sert à quoi franchement? C'est comme si tu te cassais le cul à avoir un mec pendant plus de 10 ans, et une fois que tu l'as, t'en fais de la merde. Là c'est exactement pareil. Sting, je suis d'accord qu'il mérite peut-être pas d'être WWE Champion, voilà, il a 56 ans, je suis d'accord, mais ça a servi à quoi de le ramener? Actuellement, 0. Vraiment. Je trouve que son apport a été nul, mais vraiment. Moi, quand ils l'ont fait débuter, je kiffais. Maintenant, quand il arrive, c'est limite de l'indifférence. C'est ce que je disais à Materko notamment, c'est que au début, voilà, il était très over. Quand il est arrivé, tout le monde a pété un câble. Moi, maintenant, je sais qu'il a perdu contre Triple H, contre Sting, contre Seth Rollins. Il a toujours pas de victoire en pay-per-view. Moi, maintenant, quand Sting, je le vois, je suis limite délaissé. Enfin, je le regarde, je fais, ouais, ok, d'accord, c'est Sting. Mais clairement, c'est quoi cette utilisation de merde? Donc, je le mets donc en flop. 3e flop, je vais pas y revenir très longtemps, puisque je l'ai déjà expliqué en long et en large dans plusieurs vidéos. Les choix hebdomadaires que j'ai trouvé très chiants, que ce soit Raw ou SmackDown. SmackDown, je suis optimiste, parce que normalement, ils vont changer de chaîne sur USA Network. Et donc, normalement, SmackDown devrait changer, devrait devenir intéressant. En tout cas, moi j'ai vu une rumeur où apparemment, les catcheurs, donc en fait ça pourrait être un peu une interbrand. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait avoir des affrontements entre catcheurs de NXT et catcheurs de Raw. Donc par exemple, on pourrait très bien avoir, je vais dire une connerie, moi, Soft, face au New Day, par exemple. Ce qui serait vraiment intéressant. Après voilà, est-ce qu'ils vont le faire, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est en gros, SmackDown ça deviendrait un petit peu la dernière marche à franchir pour les catcheurs d'NXT avant d'arriver dans le main roster. Voilà, ce serait un petit peu ça. Comme ça, par exemple, on pourrait avoir Finn Balor qui aurait un match à SmackDown contre, je sais pas moi, contre le Big Show. Mais ça pourrait être intéressant. Moi j'aimerais beaucoup voir ça. Maintenant, est-ce que ça va vraiment devenir comme ça SmackDown, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, si cette rumeur se confirme, moi ça me fera vraiment plaisir. Et là, on va arriver aux 2 derniers flops, et j'ai envie de vous dire, c'est les 2 flops qui m'ont le plus énervé. Je vais commencer par la Diva Révolution. La fameuse révolution des divas.
cette révolution on en a tant entendu parler. Et pour moi, c'est une véritable blague. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je vais pas faire le mec, j'avoue, le soir de la Diva Revolution, donc quand Becky Lynch, Sasha Banks, Charlotte ont fait leur début, j'étais très content. J'ai marqué, on a même eu un This Is Awesome chant de la part du public. Je pense que la dernière fois où on a eu un chant pareil pour un match féminin ou pour un segment féminin, ça doit remonter il y a très très longtemps. Donc c'est vrai que sur le coup, ça donnait envie. Et après coup, j'ai été extrêmement déçu, puisque au final, quand on regarde la Diva Revolution, qu'est-ce qui a changé par rapport à avant? J'ai regardé vite fait, les seules choses qui ont vraiment changé, il y a deux choses en fait qui ont fait que la Révolution des Divas a fait qu'elle changeait. C'est que, de 1, les matchs sont légèrement plus longs. Avant, les matchs duraient 7 minutes grand maximum. Là, ils durent 10, 12 minutes pour les plus longs. Donc, là-dessus, j'ai rien d'autre à dire, c'est bien. C'est important de donner du temps d'antenne aux femmes, donc ça c'est bien. Et donc le deuxième point, donc à quoi a servi la Diva Revolution, c'est que Charlotte est devenue championne et que le long règne de Nikki Bella a pris fin. Voilà. Pour moi c'est ça, à quoi a servi la Diva Revolution, voilà. Pour moi c'est ça qui a changé. Donc clairement, j'ai pas trouvé cette révolution très révolutionnaire. Et pour moi déjà, rien que le segment de base était bancable. C'est-à-dire qu'au début, tout le monde a kiffé, même moi. Hein. Je me suis dit, ouais, c'est énorme. On a Becky Lynch, Sasha Banks, Charlotte qui débutent en même temps, c'est énorme. Ouais, mais pour moi, ils ont fait une énorme erreur. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez un nouveau qui débute dans le main roster, par exemple, je vais prendre un exemple totalement lambda, random, Braun Strowman, tout le monde s'est dit, waouh, c'est énorme, ce mec-là, c'est un bœuf, qu'est-ce que ça va devenir? J'ai hâte de voir la Wyatt Family, ce qui va se passer dans les prochains mois, prochaines semaines. Moi par exemple, quand Braun Strowman a débuté dans le main roster, je me suis dit waouh, c'est quoi ce tank? J'ai vraiment kiffé quoi. Mais le truc c'est que pour que j'ai eu cet intérêt, c'est que c'était le seul à avoir débuté ce soir-là. Dans la Diva Revolution, donc on a eu 3 divas qui ont débuté dans le main roster. Et le problème en fait, c'est que quand vous avez trop de personnes qui débutent en même temps, l'intérêt se disperse, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont plus fans de Becky Lynch, d'autres qui sont plus fans de Charlotte, et d'autres qui vont plus s'accrocher que Sasha Banks. Pour moi, l'erreur qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait débuter les 3 en même temps. Pour moi, ils auraient dû les faire débuter à intervalles. C'est-à-dire que par exemple, le soir de la fameuse Diva Revolution, ils auraient fait débuter Charlotte dans le main roster. 2 mois plus tard, ils auraient fait débuter Becky Lynch. 2 mois plus tard, ils auraient fait débuter Sasha Banks. Moi, ça m'aurait pas dérangé, au contraire, je pense que ça aurait été largement mieux. Parce que franchement, voilà, je veux dire, pour moi c'était une énorme erreur. Faire débuter les 3 en même temps, pour moi c'était une énorme erreur. Et dernière chose avant de passer au dernier flop, parce que je vais pas rester 50 ans sur ça, on est toujours là en train de nous dire, ouah, la Diva Revolution elle a fait changer les choses, les femmes ont eu plus de temps dans les matchs, tout ça. Moi ce qui me fait rire en fait, c'est que le seul main event qui a fait la Divas Revolution, c'est un main event, alors déjà c'était même pas un match, un segment pour boucler Raw, donc c'était Paige contre Charlotte, et du côté de NXT, on a eu un Iron Woman match pour clôturer le show, pour vous montrer la différence, sachant que à NXT, on nous a pas dit que c'était une révolution des divas ou je sais pas quoi, donc je trouve ça assez drôle en fait, qu'on nous bassine à longueur de temps avec cette fameuse révolution des divas, sachant que du côté d'NXT, ils ont eu un main event de 30 minutes, un Iron Woman, c'est le premier de l'histoire à la fédération, donc ça me fait vraiment doucement rire. Et enfin, le dernier flop, et là je pense que c'est peut-être celui qui m'énerve le plus, c'est le booking des ex-superstars d'NXT qui sont arrivés dans le main roster. Est-ce que vous voulez que je vous rafraîchisse un peu la mémoire? Alors si je vous dis Neville, Tyler Breeze, Kevin Owens et Charlotte, on va pas les compter. Donc Neville, Tyler Breeze, The Ascension, Becky Lynch et notamment Sasha Banks. Et je peux même prendre des exemples de l'année dernière. Si je vous dis Emma et Adam Rose, quel est le rapport entre toutes ces superstars? Qu'elles viennent d'NXT et surtout qu'elles ont eu un booking absolument dégueulasse. Je vais prendre le cas par cas. Donc Neville,
Il a beau avoir gagné le award, le Slammy de la Breakout Star of the Year. Non, non, vous ne me ferez pas à gober cette farce. Neville a plus passé son temps dans les pré-shows de pay-per-view que dans les pay-per-view en eux-mêmes. Il a gagné aucun titre. Le match le plus important qu'il ait eu, c'était dans le Money in the Bank Ladder Match, où il s'est fait défoncer par Roman Reigns. Voilà. Tyler Breeze, est-ce qu'on en parle de Tyler Breeze? Non, je ne referai pas mon imitation de Tyler Breeze, mais le mec, ça fait quoi? Ça fait 2 mois qu'il est dans le main roster. Il est déjà paumé, il savent déjà plus quoi en faire. Au début, quand il a battu Ziggler, je me suis dit, ah, c'est bien, ils ont peut-être des plans pour lui, c'est génial. Eh ben non, non. C'est-à-dire que 2 mois plus tard, il est paumé, ils savent déjà plus quoi en faire. Le mec, on dirait qu'ils ont déjà tout... On dirait que c'est le prochain Zack Ryder. C'est triste à dire, mais voilà, Tyler Breeze, pour moi, il est déjà out. C'est incroyable. Est-ce que vous vous rappelez de The Ascension? Tous les fans de NXT attendaient impatiemment leur début dans le main roster, moi y compris. Et quand on voit ce qu'ils sont devenus, les pauvres, bah franchement, ils doivent vraiment regretter NXT, hein, parce que... Qu'est-ce que c'est cette utilisation de merde? Voilà. Ensuite, Becky Lynch et Sasha Banks, c'est pareil. Ils ont eu notamment un match cette année en pay-per-view où on s'était régalé. Et quand je vois que Becky Lynch et Sasha Banks s'affrontent dans le pré-show de TLC, et encore une fois hier à Raw dans un match sans aucun enjeu, elle doit faire la gueule quand même. Elle doit faire la gueule. Et je comprends mieux les larmes de Sasha Banks après sa défaite face à Bayley. C'était clairement, elle est en train de se dire, bon, voilà, j'ai passé les meilleurs moments de ma vie. Maintenant, on va aller dans le main roster, on va voir ce que ça va donner. Et clairement, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que pour moi, clairement, ce booking a été absolument dégueulasse. Pour moi, les seuls de NXT qui ont réussi, donc il y a Paige forcément, mais surtout, enfin il y a aussi Bray Wyatt, mais je veux dire cette année, les seuls qui ont vraiment réussi, from NXT, c'est Kevin Owens et Charlotte. Parce qu'ils ont gagné un titre chacun, et que leur booking n'a pas été trop dégueulasse. Mais c'est vrai que le reste, c'est à gerber. Mais vraiment. Donc, voilà, donc écoutez, cette vidéo est terminée. Alors à la base, je devais faire mes 5 tops, 5 flops, et faire mes 3 tops et 3 flops au niveau des pay-per-view. Le problème c'est que là, la vidéo dure déjà depuis un bon moment. Donc ce que je vais faire, c'est que mes 3 tops et 3 flops de l'année 2015 au niveau des pay-per-view à la WWE, je vais les faire dans une vidéo détachée. C'est un peu comme les Slammy Awards que j'ai détaché de mon bilan de l'année 2015. Là voilà, là je vais encore une fois détacher, donc au final la vidéo qui devait être en une partie va être en 3 parties, mais au moins ça va vous permettre d'avoir des vidéos plus courtes et donc plus regardables pour les gens qui se lassent plus facilement. Mes prochaines vidéos, je vais vous faire un petit topo vite fait. Donc il y aura donc les 3 tops et 3 flops au niveau des pay-per-view 2015 de la WWE. Il y aura également une vidéo un peu hors sujet. Je peux pas vraiment vous dire ce que ce sera, mais ce sera un peu dans le style où je donne mon avis sur l'audience de la WWE. Là c'est aussi une vidéo où je donne mon avis. Pour ceux qui regardent la chaîne YouTube What Culture Wrestling, c'est un iBook. Voilà, ça va être un truc comme ça, mais je peux pas vous dire sur quel sujet. Sinon, bah voilà, je vous gâche la surprise. Pour ceux qui s'impatienteraient pour les reviews et top 5 sur les carrières de superstars, ça va revenir. Ne vous inquiétez pas, surtout au niveau des reviews, je vais vraiment essayer de carburer. Pour ce qui est des top 5, c'est des vidéos qui sont très rapides à faire. Pour les reviews, bah, il faut regarder les shows. Et voilà, je vais vraiment essayer de carburer là-dessus, essayer d'en faire le plus possible. Et puis voilà. Bah, écoutez, encore une fois, je vous souhaite une bonne année 2016. Moi, je vous dis donc à la prochaine. Prenez soin de vous. Salut.